Bompard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur des campagnes de la France Insoumise. Et vous, Sylvain Maillard, vous êtes député La République En Marche de Paris. Ma première question, elle s'adresse d'abord à vous, Manuel Bompard. Vous avez vu ces violences depuis hier, et notamment ces images, les images de la destruction de la porte du ministère de Benjamin Griveaux à Paris. Vous vous êtes exprimé, vous, d'autres dans votre parti, et on a l'impression qu'à chaque fois vous vous condamnez, mais en même temps vous dites que bon, il y a quand même, ils l'ont presque un peu cherché, quoi. Non, c'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons d'abord, c'est qu'il ne faut pas résumer la journée de mobilisation d'hier à ces actes violents. Ça a été une mobilisation largement suivie. Le gouvernement, et vous aviez parié, monsieur, sur l'essoufflement et la fin du mouvement. Et en réalité, vous avez observé que ce mouvement n'était pas terminé parce que les revendications qui avaient été exprimées n'ont pas été satisfaites. Et pour autant, nous sommes extrêmement clairs sur le fait que nous rejetons toute forme de violence, mais toutes les violences, toutes, c'est-à-dire celles que vous avez montrées, mais aussi celles par exemple, de Toulon, d'un commandant de police qui frappe des manifestants. Et on espère que votre indignation sera la même. Attendez, parce que quand on condamne la violence, madame, on la condamne toutes les violences sont... Il n'y a pas à un moment, quand même, la force de l'ordre, il n'y a pas de hiérarchie, il y a tout le monde, il y a des méchants de tous les côtés. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, madame. Je suis en train de vous dire que si on veut avoir une position cohérente, c'est-à-dire le refus de la violence et le fait que les débats se mènent dans un cadre démocratique, alors il faut mettre à distance toutes les formes de violence. Et j'observe dans la stratégie gouvernementale une indignation à géométrie variable qui me frappe, qui me choque. Je vous rappelle que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est près de 10 personnes qui sont décédées, c'est près de 2000 personnes qui ont été blessées. Et j'aimerais entendre aussi des mots de compassion à leur égard, parce que c'est des gens qui souffrent déjà beaucoup dans leur vie et qui sont mobilisés, qui ne sont pas des violents, qui ne sont pas des casseurs et qui ont payé très cher le prix de cette mobilisation pour l'instant. Donc c'est bien ce que l'on vient d'entendre. Je condamne, mais c'est exactement ce que vient de vous dire. Mais vous ne condamnez pas les autres violences. Moi, je mets pas sur le même plan un voyou, des casseurs, qu'un gendarme ou un policier. C'est une grosse différence qu'on a avec, a priori avec vous. Moi, je ne mets pas ça sur le même plan. Quand on voit les images que nous avons vues tout à l'heure avec un ancien boxeur professionnel, on va aller voir les images qui frappe un policier, de cet homme dont on a peut-être un père de famille, qui vient faire son travail, c'est insupportable, monsieur. Je ne mets pas ça sur le même plan. C'est insupportable, mais la mère de famille qui s'est fait frapper, ça ne vous choque pas. C'est juste insupportable. Point. Il n'y a pas de discussion dessus. Il n'y a pas à dire. Mais il y a. Est-ce que j'ai discuté, monsieur? Mais oui, par contre, vous dites pas un mot pour les autres personnes. Mais bien sûr, mais attendez, quand il y a des décès, les choses seront claires. Quand il y a des décès sur des péages, parce qu'un routier a eu peur, qu'il écrase, bien sûr que c'est insupportable et que c'est des mères de famille, des pères de famille, c'est insupportable. Et bien sûr que nous les condamnons. Mais nous les mettons pas sur le même plan. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses totalement déconnectées. Vous faites un amalgame entre les deux. Je fais aucun amalgame, monsieur. Je rejette toute forme de violence, vous savez. Mais moi de même. Mais quand même, faites la différence entre les policiers qui font leur travail. Vous savez, moi, je suis parisien. Ça fait des semaines, des samedis, les uns après les autres, où c'est la guerre civile, où on a des images d'émeutes en plein milieu de la ville. Nous, dans une ville, Paris, c'est pas à Disneyland. Paris, c'est une ville où il y a des gens, des femmes, des hommes, des enfants qui vivent et qui sont obligés, à partir de hier, c'était à partir de 4 heures de l'après-midi, de vivre terrés chez eux, de plus pouvoir sortir parce qu'on a peur. Et ça ne peut pas continuer. Et continuez, vous, à dire que c'est la même chose et que finalement, la violence des soi-disant gilets jaunes, qui sont des casseurs, des voyous, qui attaquent un bâtiment public, qui attaquent des policiers sur une passerelle. Oui, pourquoi ils sont allés sur cette passerelle? J'ai compris, monsieur, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous savez pourquoi ils voulaient aller sur cette passerelle? Parce qu'ils voulaient attaquer l'Assemblée nationale. Écoutez, je vais vous montrer. C'est pour ça qu'ils étaient sur cette passerelle. Je vais vous montrer une deuxième différence entre vous et moi. La première, c'est que vous avez une indignation à géométrie variable. La deuxième différence entre vous et moi, c'est que vous êtes aux responsabilités et au pouvoir. Et donc, cette situation de tension et cette situation de violence qu'on connaît aujourd'hui dans le pays, vous en êtes directement responsable. Vous en êtes directement responsable parce que depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, vous avez d'abord fait preuve d'une arrogance, d'une surdité. Vous n'avez pas voulu entendre les revendications qui s'exprimaient. Ensuite, c'est encore pire, vous avez caricaturer les gens. Vous leur avez dit, ouais, vous en avez rien à faire de la question environnementale, ouais, vous êtes des casseurs, ouais, vous êtes des homophobes, vous êtes des racistes, etc. Et enfin, troisièmement, vous avez essayé de les embrouiller. Vous avez essayé de les embrouiller par des mensonges. Quand le président de la République dit, n'importe quelle personne qui est payée au SMIC va avoir son indemnité augmentée de 100 €, les gens, ils se rendent compte après que non, ça concerne pas n'importe quelle personne, ça concerne une personne sur deux. Vous voyez ce que vous avez fait, monsieur? Et aujourd'hui, vous êtes directement responsable. Vous voulez que ça s'arrête? Je suis d'accord avec vous. Il faut que ça s'arrête. Donc faites des réponses politiques. Je vais répondre à votre réponse. D'abord, moi je fais un distinguo très net entre le 17 novembre, la première manifestation des Gilets jaunes, très massive, partout en France,
où là, il y a eu un cri de colère, une souffrance très forte, une souffrance exprimée sur, d'abord, c'était sur le pouvoir d'achat, sur le fait qu'il y a une partie des Français, c'est pas l'ensemble des Français, c'est pas tout le peuple de France, mais une partie très importante des Français qui souffraient et qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Elle souffre encore, monsieur. Je vais vous dire une chose. Nous l'avons clairement entendu. Est-ce que nous y avons répondu suffisamment fort, suvaisamment vite? Évidemment que non. Et ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben alors, est-ce que derrière, faites-nous des annonces alors. Est-ce que derrière, il y a eu des annonces. On va pouvoir les détailler si vous le souhaitez. On va le faire, mais très clairement, entre ce que nous avons connu au 17 novembre et ce que nous avons connu encore hier, pour moi, c'est deux mondes différents. Ils ont juste le gilet jaune en commun, mais ça n'a plus rien à voir. Il y a un mouvement insurrectionnel d'hier, des factieux, des gens qui attaquent des bâtiments publics, qui attaquent des policiers, parce qu'on l'a pas vu, qui mettent le feu. Merci de diffuser l'image, qui mettent le feu un peu partout. Et puis vous croyez que tous les gilets jaunes ont fait ça? Une vraie souffrance. En tout cas, à Paris, oui, je n'ai vu que ça hier. Tous ceux qui étaient dans la rue, ils ont fait ça, monsieur. Vous savez quoi? Ceux qui sérieux. ça fait le 8e samedi qui viennent mettre. Excusez-moi, je parle beaucoup de Paris parce que je suis élu parisien. Qui viennent mettre. Eh ben allez voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Le boxon dans Paris. Bordeaux, on a eu la même chose. Dijon, on a eu la même chose. Rennes, ils ont envahi. Moi, j'étais à Toulouse dans la manifestation. Ça s'est extrêmement bien passé. Mais tant mieux. Vous parlez de minorité. Mais tant mieux, monsieur. 5, 10 personnes, mais 15 personnes. c'est une minorité, monsieur. C'est une minorité de ce qu'on a connu. Non, mais ce qu'on a connu de pacifique, c'était une minorité. Non, c'est faux ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Et donc, au-delà de ça. Mais monsieur, il y a plus d'une personne sur deux dans ce pays qui soutient ce mouvement. Donc ça veut dire quoi? 60% des Français sont des casseurs, 60% des Français sont des violents. Je ne crois pas que les Français qu'il n'y ait plus d'ordre en France. Je ne crois pas que les Français soutiennent le fait qu'il y ait des casseurs dans les villes tous les samedis. Je ne crois pas qu'ils soutiennent ça. Par contre, est-ce que les Français soutiennent et veulent plus de pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils veulent que le travail paye plus? Ça, nous sommes d'accord. Est-ce que vous cautionnez, monsieur Bompard, l'attaque contre la porte d'entrée et même le ministère mais monsieur, j'ai bien entendu ce que vous voulez me faire dire, mais je crois que j'ai été assez clair. Si vous voulez, on peut passer toute l'émission au fait que je répète que je rejette la violence. C'est le premier samedi où ça s'est et que je rejette la violence et que je considère que c'est pas une forme utile de lutte. Elle n'est pas efficace, elle ne fonctionne pas. Et je suis pour des mobilisations qui soient pacifiques, déterminées. Et elles l'ont été dans leur immense majorité, y compris hier. Mais je l'ai dit déjà, monsieur, je le redis, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Mais je dénonce aussi la stratégie gouvernementale, parce que la stratégie gouvernementale, elle a été toute la semaine de faire monter la pression, de faire monter la tension. Le président de la République qui dit les gilets jaunes c'est une foule haineuse. Monsieur Griveaux qui dit ces gens-là de toute façon c'est juste des gens qui ont des cigarettes et qui se baladent dans leur voiture. Voilà, tout ce mépris, cette arrogance à un moment, monsieur, ça crée ces situations-là. Alors arrêtez avec ce mépris, arrêtez avec cette arrogance, entendez ce que disent les gens, faites des vraies réponses, des mesures concrètes. Alors, vous regrettez l'expression foule haineuse. Tout à l'heure on recevait Alain Duhamel. Alain Duhamel disait c'est une expression malheureuse de la part du président de la République. Il ne devrait pas, comme ça, attiser la haine. Apolline de Malherbe, moi je suis pas là pour commenter, c'est pas mon rôle. Je suis député, je ne commente pas la parole présidentielle. Dans ce moment-ci, même l'ultime ça peut être aussi des moments importants et constructeurs. Peut-être, probablement, mais d'abord c'est pas à moi de le faire, de le dire. Et puis je crois que le président de la République a aussi, lors de son dernier message au mois de décembre, dit qu'il avait fait des erreurs et reconnu des erreurs très clairement. Donc c'est à lui, et comme chacun d'entre nous peut parfois avoir des mots malheureux. Bien entendu. L'expression foule haineuse, est-ce que, voilà. Moi, de ce que j'ai vu hier, en tout cas dans Paris, entre autres à Paris ou à Rennes, c'est une foule haineuse, très clairement. Mais monsieur Maillard, tous les gilets jaunes, ne sont pas des gens haineux, bien entendu. Monsieur Maillard, vous êtes de quel côté? Il y a le secrétaire d'État, Benjamin Griveaux, qui dit, qui fustige les agitateurs. Et puis de l'autre côté, vous avez Mounir Majoubi qui lui dit, le mouvement des Gilets jaunes peut être une chance pour la majorité. Quelle voix vous convient? Alors, on est dans l'émission en même temps. Donc moi, elle me va bien. Les deux me vont bien. Et je vais vous répondre très, très simplement. Parce que je crois qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. Et ce qu'on a connu dans plusieurs villes... c'est un chat ou c'est un chat? C'est quel chat? C'est un chat haineux que nous avons connu hier dans Paris. Par contre, dire que les gilets jaunes, le cri de souffrance, l'appel, on veut que le travail paie plus, dire tout simplement quand on travaille en France, qu'une partie de nos concitoyens travaillent et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quelque part, on dévalue complètement la valeur travail. Quand on travaille en France, on doit pouvoir joindre les deux bouts. Et donc dire que c'est une chance parce qu'ils sont tout simplement pour dire accélérer, faites en sorte que nous puissions gagner notre vie. Il faut que nous puissions gagner notre vie. Alors, c'est pas que monsieur. Il vous a fallu 6 mois pour distribuer 4 milliards soyons riches dans ce pays, mais 18 mois pour rendre compte que les gens avaient des problèmes de pouvoir d'achat. C'est quand même un peu un problème, le problème de pouvoir d'achat, nous sommes aux responsabilités. Et bien entendu, nous en sommes pour partie responsables. Mais
reconnaissez que ça ne vient pas forcément que de nous, non, que ça fait 30 ans, et que le simple fait que nous soyons arrivés au pouvoir, c'est bien qu'il y avait un problème. Quand l'ensemble des partis politiques ont été balayés il y a 18 mois, c'est bien qu'il y a une vraie difficulté. Est-ce que derrière, il faut aller plus loin? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on accélère? Oui. Est-ce qu'il faut... Tout ce qu'on avait dit en 2022, 2023, il faut que ça aille plus vite. Il faut que les Français gagnent mieux leur vie. Il faut que plusieurs des réformes que nous portons doivent accélérer plus vite, plus fortes. Ça, c'est le message très clair du président de la République, qui a été le message relayé très fort des Gilets jaunes. Nous l'avons compris, à nous de nous mettre en branle sur ce point, parce que le président de la République a déjà répondu sur plusieurs points. On a voté, mais ce ne sera pas suffisant. On ira plus loin, et c'est pour ça qu'il y a ces discussions. Que vous ne soyez pas le seul responsable de la situation, c'est une évidence. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est qu'il vous a fallu quelques mois pour par exemple, supprimer l'impôt sur la fortune, mais il vous a fallu beaucoup plus de temps. Il vous a fallu 8 dimanches de mobilisation, 8 samedis de mobilisation, de blocage de ronds-points, etc., pour comprendre que les personnes les plus modestes dans ce pays avaient des difficultés pour aller à la fin du mois. Par contre, les 1000 personnes les plus riches, les 1% des plus riches à qui vous avez distribué 10 000 euros chacun par an en supprimant l'impôt sur la fortune, eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, mais vous leur avez offert ça 3 mois après votre arrivée au pouvoir. Vous comprenez qu'il y a une petite difficulté. Excusez-moi, madame. Pardon, juste sur l'ISF, excusez-moi. Je veux rebondir dessus parce que, oui, il y a vraiment une chose dans notre majorité. On peut nous contester plein de choses et je entends ce que vous dites et à la limite, vous êtes dans l'opposition et c'est normal que vous soyez dans une opposition et une contestation. Mais la réalité, c'est que sur l'ISF, quand on n'a pas dit qu'on était pour, qu'on était contre. Il y a des totems à gauche, à droite. À gauche, ils veulent absolument garder l'ISF. À droite, ils sont contre. Nous, on a dit une seule chose. C'est qu'on pense que l'ISF est un mauvais impôt. C'est un mauvais impôt parce que il empêche les gens les plus riches, les plus fortunés, c'est pas une honte d'être fortuné en France, d'investir dans les entreprises et de créer de l'emploi, créer de l'investissement. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même entre 9 et 10% de chômeurs en France. Ça n'a pas changé. Ouais. Il y a eu les gilets jaunes, mais ça n'a pas changé. Pour qu'on crée, pour qu'on donne, sanctionner là. Je vais juste terminer sur l'ISF. Pour tous ceux qui veulent investir dans les entreprises, donner les liquidités, donner de l'argent pour qu'on puisse investir dans les entreprises et créer de l'emploi, et ben ça on dit il n'y a pas d'impôt. Par contre, l'ISF il n'a pas disparu sur l'impôt sur l'immobilier. Et une dernière chose, sachez une chose, monsieur, sachez que les plus riches en France, les plus riches en France, ça c'était une vraie injustice, les plus riches en France, les plus riches, les 0,1%, en fait ne payent pas l'ISF. Ne payez pas l'ISF. Ceux qui payaient l'ISF, c'est évidemment classe moyenne supérieure, mais c'est une partie de ceux qui avaient un appartement, 2 appartements, c'est eux qui payaient l'ISF. C'est pas les plus riches. Cet impôt est un mauvais impôt. Qu'est-ce que vous avez fait pour les mettre à la contribution ? Et je vais terminer. C'est ça la question, c'est dans la hiérarchie aussi des priorités. Apolline de Malherbe, rappelez-vous pourquoi nous avons été élus au début. Il faut revenir il y a 18 mois. Pourquoi nous avons été élus ? Parce qu'on avait un chômage endémique en France et qu'il y avait une productivité en France qui était bien inférieure aux autres pays. On avait un pays où on ne voyait plus nos PME respirer. On ne voyait plus... Alors, on parle toujours des grands groupes avec des taux d'imposition bien supérieurs. On a dit une seule chose. Il faut libérer, il faut créer de la richesse pour ensuite, une fois qu'on aura créé de la richesse, la distribuer. C'est un changement de paradigme. On arrête de s'endetter. On crée de la richesse et ensuite on la distribue. Et pour ça, entre autres, il y avait la suppression de l'ISF, entre autres, mais il y a eu plein d'autres mesures comme la baisse de l'impôt sur les sociétés pour créer de l'emploi. La politique, c'est aussi des symboles. Pour créer de l'emploi. Mais c'est sûrement des symboles. Mais c'est aussi, n'oubliez pas, nous serons aussi jugés sur nos résultats. Nous sommes engagés à une baisse du chômage et pour nous, c'est la meilleure voie. Et une dernière chose, on a toujours dit sur l'ISF, on n'a pas de totem dessus. Si ça ne marche pas, on s'est donné jusqu'à fin 2019. Si ça ne marche pas, on rétablira l'ISF, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nous, les premiers chiffres qu'on a, ça fonctionne. La partie de l'impôt sur la fortune qui a été réinvestie dans les entreprises produit ses effets. D'ailleurs, pour la première fois depuis plus de 15 ans, on est en train de créer des emplois, 12 000 emplois créés dans l'industrie. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur, et tout n'est pas négatif en France, ne l'oublions pas. Tout n'est pas négatif, sans doute. Vous pouvez donner toutes les explications les plus alambiquées que vous voulez. Il y a 500 000 personnes, les 1% les plus riches, vous leur avez donné à chacun un chèque de 10 000 euros, ils n'en avaient pas besoin. Bon, on sent bien que le symbole de ce point de vue-là est maintenant, fort. Qu'ils ont réinvesti dans les entreprises françaises. On leur a pas donné, ils ont réinvesti. On va ce débat parce qu'on voit qu'effectivement, il y a encore beaucoup à dire. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette.
Nous sommes pour ceux qui... La majorité et l'opposition avec vous, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, et puis vous, Manuel Bompard, directeur de campagne de la France Insoumise. Juste avant cette pause, on parlait notamment de la suppression de l'ISF, qui à vos yeux est une erreur monumentale et une erreur aussi de départ, même de timing. Au-delà de ça, la question du grand débat qui s'ouvre, je voudrais qu'on se tourne un tout petit peu vers l'avenir. Est-ce que le grand débat, d'abord, vous y croyez? Est-ce que c'est une occasion dont vous vous dites, bah ok, on va s'en saisir, il va se passer quelque chose, on va pouvoir s'exprimer librement? Non, je n'y crois pas, pour être honnête. Je n'y crois pas, j'ai l'impression que c'est une mascarade et que le gouvernement cherche une porte de sortie en continuant sa stratégie de l'enfumage, en disant, vous allez voir, on va discuter des sujets, mais je vois déjà qui choisit les questions et j'ai bien peur que demain, ils choisissent aussi les réponses. Je croirai à ce débat le jour où vous nous expliquerez comment, à la fin, les désaccords politiques vont être tranchés. Parce que dans un débat, il y a des confrontations de points de vue. Il y a des gens, on a parlé de Biessa, on va pas parler de ça. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. Bien sûr, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour une réforme fiscale, c'est mon cas. Peut-être que vous l'êtes pas. Il y a des gens qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est mon cas. Sans doute que vous l'êtes pas. Il y en a qui sont pour une 6e République, c'est mon cas. Sans doute que vous l'êtes pas. Il y en a qui sont pour une transition écologique, investir de l'argent dans la transition écologique, c'est mon cas. Bon, je pourrais vous donner plein d'exemples. Donc à la fin, il y a des désaccords politiques qui s'expriment dans un débat. Or aujourd'hui, vous répondez pas à la question qui tranche ces désaccords à la fin. Parce que si c'est pour que tout le monde envoie des doléances dans une grande caisse et qu'à la fin, c'est vous qui les dépouillez, vous en faites ce que vous voulez, excusez-moi, mais on n'aura pas beaucoup avancé. Je pense que le seul débat qui peut avoir lieu et qui peut faire sortir le pays de la situation de crise dans laquelle il est aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation de crise, monsieur, vous pouvez dire, tout ça n'est rien, c'est quelque... Non, il y a jamais dit ça. Je crois pas que j'ai... On est dans une... Laissez-moi aller au bout, vous allez voir. On est dans une situation de blocage. Si vous voulez sortir de cette situation de blocage, oui, il faut un débat. Mais il faut un débat qui se termine par un vote. Et donc la solution, c'est de revenir devant le peuple, de revenir devant les urnes. Il faut la dissolution de l'Assemblée nationale. Remettez vos engagements en jeu. Parce que si le débat, c'est juste pour vous donner raison, ça ne marchera pas. Moi, je crois que c'est important ce grand débat parce que vous l'avez très bien dit. Vous avez dit moi je suis pour et vous dites Sylvain Maillard il est contre ou pensez. Mais oui, mais nous avons accès. Vous serez peut-être dans quelques semaines un député européen. Je suis un député national. Évidemment que nous avons largement accès. Nous pouvons porter notre voix, ce que nous pensons. Nous sommes organisés. Vous avez un groupe la France Insoumise très organisé. Nous avons un groupe La République En Marche très organisé. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les Français des ronds-points, tous ceux qui étaient sur les ronds-points puissent, s'ils le souhaitent, parler et dire ce qu'ils pensent. Peut-être que ce qu'ils pensent, vous savez quoi? Mais vous avez raison, mais peut-être ce qu'ils pensent est différent de ce que vous pensez. C'est possible. Et peut-être que de ce qu'ils pensent est différent de ce qu'on pense. Nous, on se dit, on se donne quelques semaines pour leur donner la parole. On leur donne la parole et que tous ceux qui veulent prendre la parole puissent prendre la parole en France. Qu'on puisse entendre et concrètement ressortir des propositions. Mais de toute façon, mais je vais terminer là-dessus. Je vais terminer. Vous avez raison, quelque part. De toute façon, nous devrons assumer les décisions à la fin. Puisque nous sommes au pouvoir, nous devrons assumer les décisions à la fin. Mais nous aurons donné la parole à tous pour chercher les meilleures idées, d'ailleurs territoire par territoire, parce que les réponses ne sont pas les mêmes à Paris que dans le Doubs, que dans le sud de la France. Territoire par territoire, parce qu'il y a évidemment un problème de pouvoir d'achat, je crois, largement partagé, mais aussi des problématiques territoriales qui sont des vrais problèmes, des enquistements sur lesquels c'est pas à Paris de répondre, c'est localement. Donc ne partez pas en se disant... il y a tout à jeter, de toute façon, vous avez envie que tout soit jeté. Au contraire, prenez vous-même, participez à ces débats. Pourquoi vous faites ce procès d'intention-là, monsieur? Alors, pourquoi vous pensez que j'ai envie alors je l'enlève et je finis. Moi, vous savez, je souffre beaucoup de voir pas, la situation dans laquelle vous avez mis le pays, monsieur. Je vais terminer. Quand je vois la grandeur du peuple français qui s'exprime aujourd'hui, ça me fait beaucoup de mal au cœur de voir dans l'état. La grandeur du peuple français, c'est de pouvoir aussi que chaque Français est citoyen et puisse donner son avis sans passer ni par vous ni par moi. Par contre, vous avez raison. À la fin, non, mais moi, je vous demande en tant que citoyen français de participer à ce débat, de dire ce que vous pensez, tout simplement, comme moi j'aurai l'occasion de le dire en tant que citoyen français. Chacun doit pouvoir exprimer. Et la parole d'un citoyen français ne vaut pas moins que la vôtre ou la mienne. Bien sûr, mais comment on tranche à la fin? Vous répondez pas à cette question. Si, je vous dis tout simplement, ce sera au pouvoir en place, et vous avez raison dessus, de dire quelles sont les priorités majoritaires de ce qui ressort. Et derrière, vous êtes favorable à l'idée d'un référendum, comme ça a été évoqué, dit-on, autour du président de la République? Moi, j'y suis favorable. On n'a peur de rien.
Pourquoi être angoissé dessus? Pas vrai, vous n'avez pas peur de rien. Le référendum dont on parle, c'est ce que vous vouliez mettre dans la réforme constitutionnelle. Vous êtes en train de nous ressortir ce que vous avez écarté il y a 6 mois sous l'emprise de l'affaire Benalla et vous allez le proposer un référendum. Soyez un peu sérieux, monsieur. Ce que vous dites, il faut traduire pour tous ceux qui nous écoutent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à la fin, c'est vous qui allez décider. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Non, mais monsieur, quand on est un pouvoir, alors vous avez une aspiration à être au pouvoir. Oui, c'est vrai, quand vous êtes au pouvoir, vous décidez. Ça, vous avez raison. C'est comme ça, c'est en démocratie. En démocratie, c'est le peuple comme ça que qui ça décide, fonctionne. Mais vous croyez qu'un député, c'est quoi? C'est une émanation. Je sors d'un gobelet. On m'a mis quelque part. Non, monsieur, mais il y a un conflit de J'ai été élu par le peuple. Dans quelques semaines, peut-être vous serez élu par le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça s'appelle la démocratie représentative. Et c'est jusqu'à présent le système qui est en France. Et donc c'est bien normal. Je l'entends bien, mais vous n'avez pas un chèque en blanc. Mais je n'ai jamais dit qu'on avait un chèque en blanc. Et alors là, aujourd'hui, mais vous n'avez pas une opposition en blanche non plus. Vous n'avez pas une opposition en blanche en disant que tout va mal. Moi, là, je suis en train de vous parler de la situation du pays, monsieur. Or, le pays, il est dans une situation de blocage. Pourquoi il y a une situation de blocage? Parce qu'il y a un affrontement de légitimité entre ce que pense le peuple aujourd'hui et ce que pense sa représentation parlementaire. C'est bien parce que pour le coup, ça préfigure du grand débat. Vous débattez véritablement, mais laissons aussi la parole à Charlotte dans les débats. Je voudrais juste vous poser une question sur justement le fond du mouvement. En fait, on essaie de comprendre depuis 1 mois et demi ce qu'est ce mouvement. On l'a vu, il y a des oppositions politiques. Il y a, à mon avis, quelque chose d'irréconciliable politiquement entre Emmanuel Macron, qui est élu aujourd'hui, effectivement, et les Gilets jaunes sur certaines revendications. On l'a vu tout à l'heure, notamment sur l'ISF, etc. Mais quand on va sur les ronds-points ou dans les manifestations, finalement, l'ISF, c'est une mesure parmi d'autres pour certains, mais c'est assez anecdotique. Ce qui ressort profondément, en plus d'une opposition politique, c'est quasiment une opposition structurelle. J'entends par là que les gens nous parlent de représentativité et très rapidement, du coup, de souveraineté. Donc sur la question européenne, c'est vraiment quelque chose qui revient, alors là, pour le coup, tout le temps et chez tous, qui est la souveraineté d'abord du peuple, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reparticiper au destin de ce pays, mais aussi la souveraineté des hommes politiques, c'est-à-dire en fait quelles sont les rênes des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, du président de la République, au moment où Emmanuel Macron s'adresse aux maires et qu'il leur dit oui mais sur telle question qu'est-ce que je vais aller dire moi demain à Bruxelles, quand le 31 décembre il s'adresse aux Français et qui dit finalement à chaque fois qu'on est Français on est également Européen, et là les Gilets jaunes lui posent cette question-là de quelle Europe il veut? Or, on sait qu'ils veulent pas la même. Donc, si cette question-là est posée dans le grand débat, et elle le sera forcément surtout en vue des élections européennes, est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à se remettre en question? C'est impossible. Moi, je crois que sur la question européenne, il y a un grand débat qui s'appelle l'élection européenne dans quelques semaines. Et donc, dessus, l'ensemble des mouvements politiques va très clairement se positionner en disant quelle est l'Europe que nous souhaitons. Il y en a qui souhaitent une Europe totalement différente de l'Europe à l'heure actuelle. En tout cas, nous, notre mouvement, La République En Marche, souhaite une Europe profondément renouvelée, mais pense que l'Europe, c'est sa chance. Pense que, fondamentalement, une grande partie des réponses de nos problématiques les réponses sont à trouver au niveau européen. Et que très longtemps, on a laissé beaucoup de députés partir, entre autres les députés européens partir, parce que c'était un peu une maison de retraite, être député. Je suis. Et puis dès qu'il se passe quelque chose, on l'envoyait et que c'était la faute de Bruxelles. Moi, je crois que chaque député européen portera une part de la souveraineté nationale et devra se battre pour un projet et faire en sorte que l'Europe fonctionne, parce que l'Europe, avant tout, c'est la paix. L'Europe, c'est une prospérité économique. Par contre, on a beaucoup de choses à revoir. Vous avez raison, c'est beaucoup trop technocratique, pardon, et une Europe sur laquelle il faudra redonner un souffle et une ambition. Mais ça, il y aura des élections. Sur l'Europe, il y aura une élection. Très clairement, monsieur, vous souhaitez une élection, mais il y a une élection, ce sera au mois de mai. D'accord, monsieur. Mais alors déjà, bon, on va prendre les sujets. Et sur l'Europe, monsieur, ça fait 30 ans qu'on entend le discours que vous êtes en train de nous délivrer ce soir, c'est-à-dire l'Europe, c'est bien. Qu'est-ce que vous proposez comme Europe alors? Mais je vais aller au bout, vous allez voir. Vous allez être surpris peut-être. Donc l'Europe, bien sûr qu'il y a des changements qui sont des ruptures radicales avec la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça nécessite, monsieur, de construire un rapport de force. Or, le président de la République avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Avec moi, l'Europe va changer. Je vais faire entendre raison aux Allemands, etc. Pour l'instant, le résultat, c'est 0. Vous avez plié sur tous les sujets. C'est-à-dire, quel sujet on a plié? Par exemple, vous deviez imposer la taxation des GAFA à l'échelle européenne. Elle commence au 1er janvier en France, et nous allons essayer au 1er janvier en France. Non, elle commence pas, pour l'instant, elle est même pas votée. Quand on n'a pas réussi, on s'est engagé donc dessus. vous avez plié, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Mais pas du tout, je vous dis exactement l'inverse. Vous avez échoué à l'échelle européenne. Je suis très fier qu'on l'ait fait. C'est un mauvais exemple, monsieur. Vous êtes trompé, c'est un mauvais exemple. C'est pas du tout. Pour une fois, on a pris nos responsabilités dessus, et dès le 1er janvier. Vous n'avez pas réussi à l'imposer au niveau européen, vous êtes bien d'accord. Mais vous avez raison. Bon, mais
ça ne veut pas dire qu'on a abandonné. Du On pense glyphosate au mois de mars, européen, monsieur. Est-ce que vous avez réussi à imposer l'interdiction du glyphosate au niveau européen? Il était à 15 ans. Pourquoi vous l'avez pas voté 5 pour l'instant? Pourquoi vous l'avez pas voté l'interdiction sous 3 ans? C'était la promesse du président de la République. On a 2 minutes pour répondre dessus ou pas? Non mais bon, si vous voulez, avec grand plaisir. Moi, je veux bien répondre sur le glyphosate. Si vous voulez, parce que c'est des caricatures. caricatures. L'histoire du glyphosate, c'était une caricature. Je suis en train de vous dire, monsieur, ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Mais si vous voulez, on fera un débat. Un autre exemple, un vrai exemple. Ça, c'est deux mauvais exemples. Beaucoup, monsieur. La directive des travailleurs détachés, vous êtes pour l'interdire. L'harmonisation sociale et fiscale en Europe, vous êtes enfin pour qu'on puisse faire en sorte que ça soit plus interdit par les traités européens. Les accords de libre-échange comme le CETA, le TAFTA, le GEFTA que vous avez encore soutenu pendant l'été, qui va piller notre agriculture locale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'y oppose? Sur tous ces sujets, monsieur, vous avez plié. Alors attendez, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. On n'a pas plié. On n'est absolument pas d'accord sur le fait. On veut du libre-échange. Oui. Nous voulons du libre-échange en Europe. Très clairement, c'est la base de notre situation. C'est une vraie différence qu'on a entre nous. C'est une catastrophe environnementale. Mais nous, on fait de la politique, on ne fait pas de l'expertise. C'est vous qui avez dit qu'il fallait nommer des rapports d'experts sur le TAFTA, monsieur. C'était l'engagement du président de la République. C'est dommage, je connais mieux le programme d'Emmanuel Macron que vous. Mais qu'on soit très clair. Après, évidemment, que rien n'est gravé dans le marbre et on peut faire avoir des évolutions sur des accords, évidemment. D'ailleurs, on voit bien Donald Trump qui fait lui-même des vraies modifications. Vous êtes favorable aux accords de libre-échange? Non, mais c'est bien, ça clarifie les positions. Oui, monsieur, je suis favorable à des accords de libre-échange. Je pense que nos agriculteurs l'apprécieront. Sur les agriculteurs, je pense que tous les gens qui souffrent ne partez pas sur les peurs. On a peur de l'agriculture. Moi, je pense que l'agriculture française est une des meilleures agriculures, voire la meilleure agriculture du monde. Mais attention. On a besoin de faire de la qualité, on a besoin de faire en sorte que de créer un ensemble, et d'ailleurs la loi Egalim dessus améliore profondément l'agriculture française, mais moi je veux pas un château fort, je veux pas le mur de Donald Trump tout autour de la France en disant on est bloqué, on vit entre nous. C'est que dès que quelqu'un a un avis contradictoire avec le vote, vous êtes tout de suite dans la caricature. Moi je vous ai parlé d'un château fort, monsieur. Bah oui, quand on fait plus de libre-échange, c'est un château fort. Non, monsieur, on peut avoir des échanges qui sont des échanges régulés, on peut favoriser la production locale, on peut relocaliser l'activité économique. Ça sera bon pour la planète. Je vous rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il est parti initialement d'une mesure. Vous nous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, la question écologique, c'est la priorité. C'est bizarre. Depuis 2 mois, vous en parlez plus. C'est l'écologie, c'est plus important, monsieur. C'est plus important. C'est faux. Pour vous, la politique écologique de la France était uniquement la taxe supplémentaire au 1er janvier? Non, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? On n'a jamais eu un budget aussi important sur l'écologie que depuis cette année. Quand on fait la conversion automobile, l'ensemble des conversions, les chaudières à fioul, moi j'entends qu'on nous dit c'est trop peu, il faut aller plus loin. Enfin, on fait déjà des choses importantes. Et puis plus loin, mais monsieur ne dit pas, vous faites rien, on n'a jamais fait. Vous aggravez la situation. Caricature. Mais je rentre pas dans la caricature. La France Insoumise, François Hollande avait fait quelque chose, c'était la France Insoumise a découvert l'écologie il y a 1 an et demi en disant maintenant on fait tout écologique. Mais donnez-moi des exemples où on doit faire l'écologie où ça fonctionne mieux. Alors je vais vous donner un exemple. Quelles seraient vos mesures? Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure vous parliez d'emploi, d'économie, de la nécessité de lutter contre le chômage. Je suis d'accord avec vous. Voilà ce que je vous propose. Lancer un grand plan d'investissement dans la rénovation thermique des bâtiments. Lancer un grand plan de recherche et d'investissement pour faire en sorte que dans ce pays, en 2050, on passe à 100% d'énergie renouvelable. Faites ça, vous allez avoir besoin de techniciens, d'ouvriers, de chercheurs, d'ingénieurs pour élaborer les nouvelles manières de produire de l'énergie. Là, vous allez donner un objectif au pays. Ce que je vous reproche le plus, monsieur, et c'est sur le point sur lequel je serai jamais d'accord avec vous, c'est que vous êtes en train d'enfermer le pays dans des politiques de gribouille où on cherche juste à savoir combien de crans dans la ceinture on va serrer. Donner de l'espoir aux gens, laisser des perspectives, fixer des cadres. Je vais vous étonner. Monsieur Bompard, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Bompard, je suis assez d'accord avec vous. C'est quand vous activez l'économie, c'est quand vous l'oxygénez, quand vous mettez de l'argent, quand vous investissez, qu'à la fin l'argent elle revient parce que c'est des cotisations fiscales, parce que c'est des impôts, parce que c'est des cotisations sociales. Voilà. Et là vous êtes dans une politique court-termiste. On a besoin de fixer. Mais non, monsieur, on a besoin de fixer des objectifs. Emmener le pays, arrêtez de le contraindre tout le temps. Sur les grands plans, sur certains grands plans, et entre autres, on fait un plan important avec les Allemands qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière sur les batteries. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'on peut faire toute l'écologie ou la production en sortant du nucléaire que l'on veut. On a un problème de construction de batteries, de stockage de l'énergie. C'est un point fondamental. C'est-à-dire que pour verdir notre économie, verdir notre énergie, on a besoin d'inventer les batteries du futur. Ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. On a besoin et on se dit, on veut que l'Europe soit leader
dans l'énergie, dans le stockage d'énergie. C'est une ambition fantastique. Là-dessus, il y a un plan où l'État est vraiment acteur avec l'État allemand, où dessus, on a lancé un grand plan. Vous pourrez voir le détail avec Bruno Le Maire. Et dessus, regardez, on va se retrouver dessus. C'est pour nous fondamental. Vous avez raison. Vous plaît, ça? Il faut une ambition européenne. Moi, tout ce qui va dans le sens une ambition européenne. Et donc là-dessus, vous voyez, vous êtes parti en disant on n'est pas d'accord. Non, là-dessus, moi, je suis pleinement d'accord. Sur d'autres plans sur lesquels une ambition. Il y a un autre point, vous parliez tout à l'heure de la question de la réforme fiscale. Non, mais attendez, moi, je vais d'abord vous dire, monsieur, si vous faites des choses bien, je serai le premier à le dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, vous en faites pas beaucoup. Je suis désolé de vous dire. Au moins, reconnaissez ce qu'on fait bien. J'ai dit que si ça allait dans le bon sens, c'était très bien. Mais alors, prenez les 40 milliards d'euros du CICE. Franchement, les 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi. Vous vous rappelez, monsieur Gattaz avait des pins à l'époque. 1 million d'emplois vont être créés avec le CICE. Vous en avez vu combien? Vous en avez vu combien? Même pas 100 000 selon les études, monsieur. Prenez ces 40 milliards, ils servent à rien. Lancez un plan de rénovation thermique des bâtiments. Vous allez, non seulement vous allez répondre, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de l'activité économique. Et en plus, les personnes les plus modestes dans ce pays, c'est elles qui souffrent le plus des problèmes de précarité énergétique. Là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Mais l'argent, ça ne coûte rien. Alors, moi, je vais vous dire une chose très simple, le CICE. Le CICE, c'est de l'argent que l'on doit aux entreprises pour l'année 2018. Qu'on paye, c'est la dernière fois d'ailleurs. C'est pas nous qui l'avons conçu, le CICE. C'était du gouvernement précédent. Le gouvernement précédent. On termine le CICE. Non, on ne double pas. Ah si, parce que vous mettez. Vous n'avez pas compris la réforme. Si, j'ai bien compris, monsieur, mais il y a un décalage d'un an. Et moi, je suis. Chacun regardera, ça fait 40 milliards cette année. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, vous êtes d'accord? Les sommes, tout à fait. C'est 20 milliards. Mais les vraies sommes, c'est 20 milliards. Les sommes, c'est 20 milliards, le CICE. Mais pourquoi? C'est de l'argent de 2017 sur une baisse de cotisation. Oui, donc mais attendez, 40. Si vous voulez. Monsieur, je vais vous dire très simplement pourquoi en France vous croyez qu'on a un chômage si fort? Pourquoi on a un chômage si fort? Monsieur? Pourquoi? Parce qu'on est vraiment nul en France. Pour deux choses. Pour deux choses. On a un problème de formation professionnelle en France. On a fait une réforme Avenir professionnel. On a 1,3 million de jeunes qui, à l'heure actuelle, n'ont ni emploi ni formation professionnelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir 3% de croissance. Et vous n'arriverez pas à les employer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 15. Je vais terminer dessus. Ouais. On a mis 15 milliards sur la table pour 4 ans pour former l'ensemble de ces jeunes. Et deuxième chose, on a un coût du travail qui est trop important par rapport à nos voisins européens. Ça fait une différence entre nous, mais je vais juste vous expliquer. En Allemagne, moi je compare avec l'Allemagne. Donnez votre point de vue. Expliquez mon point de vue. Je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de vous convaincre. En Allemagne, le coût des charges patronales, c'est 22 points. 22%. Prenez le salaire net, c'est 22 points. D'accord? En France, c'est 42. Vous avez compris l'écart, tout simplement. D'accord, monsieur. Pourquoi il y a un écart aussi fort? Si vous comparez des carottes oui, mais du coup, les entreprises internationales préfèrent s'implanter en Allemagne plutôt qu'en France. Si vous comparez des carottes et des pommes de terre, sauf que c'est inexact. Non, je ne crois pas que les Allemands soient des carottes et les Français des pommes de terre. Monsieur Maillard, ça n'a rien à voir, c'est exactement comparable. Monsieur Maillard, est-ce que vous êtes certain que cette stratégie pour le retour à l'emploi va vous permettre d'atteindre les 7%, qui est l'objectif du président à l'horizon de ce quinquennat? Pour l'instant, ça a baissé modestement, on est un peu plus de 9. Est-ce que vous pensez qu'on va les atteindre? Non, je dis, c'est notre objectif. On fait tout. Moi, je me suis investi sur la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. J'ai passé un an avec Muriel Pénicaud, avec un certain nombre de députés à travailler dessus pour complètement changer le paradigme et l'organisation de l'apprentissage et de la formation pro en France. Si on passe autant de temps et qu'on a totalement réformé le système, alors qu'il va prendre, c'est une infusion lente, hein, ça prend du temps pour changer, parce que la formation, ça prend toujours du temps. Mais c'est qu'on pense fondamentalement que les problématiques françaises sont tellement structurelles que si on ne va pas au fond des réformes, ça ne marchera pas. Et c'est deux réformes fondamentales. La baisse des cotisations patronales et salariales pour que le salaire net paye plus en France, et en même temps il faut une formation professionnelle. Bon. Et on a ces deux pieds sur lesquels il faut danser, et c'est comme ça qu'on pourra baisser le chômage en France. Monsieur, d'abord, quand vous dites que vous allez baisser le salaire net, ce que vous dites pas aux gens, c'est non, je veux augmenter le salaire net. Vous allez augmenter le salaire net et donc baisser les cotisations sociales. Ce que vous dites pas aux gens, c'est que ce que vous allez leur donner d'un côté, vous allez leur reprendre de l'autre. Parce que les cotisations sociales, monsieur, dans ce pays, c'est pas des charges, c'est des choses qui permettent de payer le système de santé, c'est les choses qui permettent de payer leur retraite. Vous voyez, c'est des choses qui permettent aux gens après d'avoir accès en dehors de leur travail à une offre de soins, par exemple. Qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi l'Allemagne c'est 20 points de plus? Pourquoi l'Allemagne c'est 20 points de plus? Monsieur, non mais c'est très caricatural ce que vous venez de dire. Monsieur, si vous voulez comparer des pays, d'abord on n'est pas dans un débat d'économie, mais on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais vous allez mettre à côté la productivité du travail dans notre pays, par exemple, et vous allez voir que vos comparaisons vont être un petit peu scabreuses. Maintenant, si vous voulez créer de l'emploi, monsieur, si vous voulez créer de l'emploi dans ce pays, j'ai envie de vous dire une chose, c'est pas uniquement en diminuant le coût du travail, parce que vous donnez le sentiment que le problème c'est le problème de l'offre. Aujourd'hui, le problème c'est le
problème de la demande. Il faut faire en sorte que les gens ils aient des carnets de commandes. Ils sont des carnets de commandes pleins, monsieur. Et si vous augmentez les bas salaires, par exemple, par rapport à ce que vous avez fait avec l'ISF, si vous augmentez les bas salaires, l'argent ne va pas dans l'épargne, monsieur. L'argent, elle va dans la consommation populaire. L'argent, elle alimente le circuit économique. C'est les petites entreprises. On n'a pas le temps, mais moi, le carnet de commandes, c'est un truc, je n'y crois pas un instant. Et vous aurez le temps d'y réfléchir. On va pas vous Et je suis bien placé pour savoir. Clairement, vous n'avez pas la même approche. Moi aussi, monsieur, je travaille dans une petite entreprise. Mais moi, je la dirige. Tous les deux, on vous a bien entendu. Il y en a deux qu'on a moins entendu aujourd'hui, mais parce que effectivement le débat était riche entre vous deux. C'est Charlotte Dornelas et Bruno Jeudi. Donc je voudrais qu'on leur donne la parole parce que c'est l'heure du top et du flop. Et on va commencer avec vous, Charlotte Dornelas, votre top de la semaine. Alors moi, mon top de la semaine, c'est Michel Houellebecq qui a sorti un livre qui s'appelle donc Sérotonine, du nom de l'hormone du bonheur, comme on l'appelle, et qui est un livre qui ressemble beaucoup à Michel Houellebecq. Donc ceux qui aiment l'apprécieront aussi, mais qui aborde justement cette question de la colère, alors des agriculteurs, c'est pas tout à fait les gilets jaunes, mais la colère de la France rurale, la question de l'Union européenne justement, et puis il revient sur cette question du bonheur qui est la question qui taraude de Michel Houellebecq en permanence, mais cette fois-ci il donne une réponse assez étonnante et moi que j'ai trouvé magnifique. Donc c'est un très beau livre. Vous nous dévoilez peut-être pas la fin quand même. Bah non, justement, je vais pas vous le dire, mais j'ai juste trouvé magnifique. On comprend que ça vous a plu, c'est sorti vendredi. Bruno Jeudi, il se trouve que je sais quel est votre top de la semaine et que du coup vous m'avez offert c'est Michel Houellebecq, mais c'est le plan média de Michel Houellebecq. Ah oui, parce que moi, contrairement à Charlotte, je l'ai acheté vendredi, mais je ne l'ai pas encore lu. 320 000 exemplaires de mise en place. Le précédent soumission, c'était 800 000 exemplaires, attendu comme le Messie. Et peut-être le livre qui va sauver la rentrée littéraire. Il y a 400 romans qui sortent. On parle que de Houellebecq. La dernière rentrée, c'est quand même moins 14% les ventes en édition. Non, mais d'abord, est-ce que vous aimez Michel Houellebecq? Est-ce que vous allez lire ce livre? Non, pas trop. C'est pas trop mon truc. Moi, mon top cette semaine, c'est aujourd'hui, c'est les femmes gilets jaunes qui se sont mobilisées parce que c'est un mouvement qui est un mouvement féminin et je trouve ça super de voir ces femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui et qui ont montré que le mouvement des gilets jaunes, c'était pas la caricature que certains d'entre vous essayaient de. Et que certaines femmes pouvaient s'exprimer aussi. Sylvain Maillard, d'abord, est-ce que vous aimez Houellebecq? Est-ce que vous attendez ce livre? Oui, moi j'aime bien lire Michel Houellebecq. L'attendre, je lirai comme lire. Moi, j'ai été très touché vers Soumission, le dernier livre de Houellebecq qui interroge, qu'on soit pour ou contre. Je trouve que en tout cas, c'est interrogatif. Alors top, flop, j'ai écouté les top flop. On n'a pas préparé, j'ai pas préparé les top flop, mais j'avais un flop très bien tout à l'heure. Je vais vous le dire. Alors on va justement poursuivre avec les flops. Votre flop, Charlotte. Alors moi, mon flop, c'est Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a donné une interview un peu surréaliste dans laquelle il parle d'écologie justement, mais en disant que il faut que les Français aient moins d'enfants parce que, alors que voilà, avoir un enfant de moins, c'est le premier geste écologique. Et il dit que non seulement ce sera écolo et en plus ça nous permettra d'accueillir les migrants. J'ai trouvé ça totalement surréaliste. D'abord d'une part de demander aux gens, d'expliquer qu'avoir des enfants c'était un geste politique et non pas personnel. Et alors ensuite expliquer aux Français qu'il fallait qu'ils aient moins d'enfants pour pouvoir accueillir des migrants, c'était bien la peine de s'exciter contre les gens qui parlaient de grand remplacement pendant des années. Voilà. Je vais devoir être obligé de culpabiliser du coup. Bruno, votre flop. Alors moi, mon flop, c'est Jean-Luc Mélenchon pour son couple, son association avec Drouet. Alors pas peut-être Éric Drouet, mais Jean-Baptiste Drouet, parce qu'en fait Jean-Luc Mélenchon, il joue sur les mots. On connaît et il joue sur l'histoire. On connaît son prisme pour la Révolution. Je trouve que dans cette affaire avec Éric Drouet, il y a beaucoup de récupération. Ça sent beaucoup la récupération politique pour un Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas beaucoup engrangé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes sur ce mouvement social. Ça vous a pas mis mal à l'aise, ça, Non, alors moi, mon flop de la semaine, c'est Bruno Jeudi. pour son intervention. Non, mais non, pas du tout, madame. Il y a des rappels, des symboles de l'histoire. Moi, je trouve magnifique. Et quand je vois le peuple français qui se mobilise comme il se mobilise depuis maintenant 2 mois, qu'il arrive à démystifier tous les pièges que vous essayez de lui tendre, et qu'il est encore là, sur les ronds-points, dans les places, et pour montrer qu'il est monté sur la table et qu'il en redescendra pas, je trouve que c'est au contraire quelque chose de très beau et qui me rappelle effectivement des références historiques qui sont positives. Votre flop, ce serait quoi, en vrai ? Mon flop, par exemple, le fait que la première mesure de ce gouvernement, c'est décider de renforcer les sanctions contre les chômeurs. C'était le dernier décret donner le de sentiment 2018. aux Français que le problème du chômage, c'est que les gens cherchent pas d'emploi, c'est absurde. Et en plus, c'est faux, parce que même si toutes les offres d'emploi non pourvues étaient effectivement pourvues, le chômage serait encore malheureusement. Je sais que vous brûlez de répondre, Sylvain Maillard, sur ce point-là, mais ça, ce sera un autre débat. Votre flop. Effectivement, j'aurais vraiment voulu répondre parce que c'est un sujet sur lequel j'ai aussi travaillé. Mais Muriel Pénicaud était mon invitée tout à l'heure et elle a pu répondre. Moi, un flop, c'est la France insoumise. Et la flop, c'est un vrai flop pour moi. Et je vais vous dire une chose très clairement. Moi, je ne comprends pas que vous soyez
autant à la ramasse du Front National. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. En étant derrière, en idolâtrant totalement Drouet ou d'autres, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train de servir le plat au Front National. Parce qu'à la fin, si l'insurrection, ce sera le Front National qui gagnera. Je pense que vous idolâtrez trop la situation. Je crois que c'est le temps des réponses. On peut avoir des vraies oppositions, mais on est dans une démocratie et on est heureux d'être dans une république et une démocratie. Et je le regrette que parfois vous soyez un peu sur la tangente. Monsieur, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que ce qui fait progresser le Front National et l'extrême droite dans notre pays, c'est que la colère populaire, elle est extrêmement forte. Et quand elle n'a pas de réponse, quand elle est méprisée, quand elle est bafouée, comme vous l'avez fait depuis 2 mois, alors oui, effectivement, les gens se réfugient. Et ils se réfugient dans les solutions de facilité. Vous êtes devenu l'avocat du Front National, là? C'est bien ce que vous dites, vous êtes devenu l'avocat du Front National. Vous justifiez Monsieur, le ça Front avait un National. problème d'écoute. Mais malheureusement, ça fait 2 mois que vous avez un problème d'écoute. Mais je l'ai vu. Sylvain Maillard. Vous devez pas. Monsieur, je suis en train de vous dire que si vous voulez... Monsieur, laissez-moi terminer, vous allez voir. Je vais vous rassurer si vous avez été inquiété par ce que je vous dis. Je suis très inquiété. Si vous voulez faire baisser le Front National, apportez des réponses aux problèmes sociaux. C'est ce que nous allons faire. Apportez des réponses. Mais vous ne jouez pas aux pompiers pyromanes de Syrie. Ne jouez pas aux pompiers pyromanes. Donnez du pouvoir aux gens. Arrêtez de les mépriser comme vous le faites. Sylvain Maillard, Manuel Bompard, on le sent bien. Travaillons ensemble pour trouver des Le débat solutions. doit se poursuivre. Le grand débat s'ouvrira dans 10 jours. On verra effectivement s'il peut se poursuivre sereinement. En tout cas, vous avez pu débattre face à face ce soir. Merci à vous deux, Bruno, Charlotte. L'information continue sur BFM.